Bonjour à tous, bienvenue à ce webinar. Je me présente, je m'appelle Florian Carrière, je suis avocat associé au sein du cabinet Voxius Avocat et j'aurai le plaisir de co-animer de nouveau ce webinar avec mon associé Steven Tellier. Bonjour à tous. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots de présentation de Voxius Avocat. C'est un cabinet spécialiste en droit du travail, c'est-à-dire que tous les associés sont titulaires du certificat de spécialisation en droit du travail délivré par le Conseil national des barreaux et que nous intervenons exclusivement dans cette matière. Donc, que ce soit pour les problématiques de relations individuelles, de relations collectives, de droit pénal du travail, de formation professionnelle et de protection sociale complémentaire. Si vous voulez suivre les actualités juridiques du cabinet, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, notre page LinkedIn, notre page Twitter. Vous pouvez vous inscrire également à la newsletter Vox News, qui est une newsletter qui paraît toutes les 2 semaines le mercredi. Vous avez normalement en haut de votre écran un bouton Call to Action pour pouvoir s'inscrire à cette newsletter. Vous verrez, c'est un format relativement succinct et visuel, où l'idée, c'est vraiment en quelques minutes de pouvoir vous résumer les points saillants de l'actualité des derniers jours. Vous avez également notre chaîne de podcast, Vox en parle, sur la plateforme Ocha, mais également disponible sur Deezer, Spotify, YouTube, etc., où régulièrement, on essaie de décrypter en une dizaine de minutes un sujet spécifique. Et vous avez bien entendu ce que l'on fait aujourd'hui, nos webinars, dont vous pouvez vous abonner à notre chaîne Voxius sur la plateforme Webikeo. Vous avez accès au replay de nos précédents webinars, celui sur les élections professionnelles du mois de février qui avait très bien marché, et dernier sur l'actualité sociale, justement. Et vous pouvez d'ores et déjà noter que notre prochain webinar aura lieu le 11 mai prochain de 13h30 à 14h15 sur le thème « Les leviers de fidélisation des salariés ». Steven, d'ailleurs, est-ce que tu veux nous en dire 2 mots ? Oui, la fidélisation des collaborateurs, c'est un peu dans l'air du temps. Alors, on ne va pas vous parler de tous les leviers possibles et inimaginables pour fidéliser les salariés. On a fait une sélection de différentes thématiques. On vous parlera actionnariat salarié, télétravail, semaine à 4 jours. Et puisque les collaborateurs n'ont pas uniquement des attentes en termes de durée du travail, d'organisation du temps de travail, mais également aussi en quête de recherche de sens à leur travail, on vous parlera du mécénat de compétences. Donc voilà, on vous donne rendez-vous le 11 mai prochain. Alors, avant d'aborder enfin le sujet d'aujourd'hui, notez, parce que je sais que la question sera posée, que le support de formation qui vous est présenté peut vous être communiqué sur demande. Vous avez l'adresse mail contact@voxius-avocat.com qui vient de s'inscrire dans le chat. Il suffit de nous adresser un mail pour avoir le support de formation. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de l'adaptation de la durée du travail aux besoins de votre entreprise. Alors, c'est un sujet qui est assez complexe, que l'on va essayer de vulgariser le plus possible. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous y répondrons à la fin de la présentation. Alors, on va d'abord vous parler de l'aménagement du temps de travail. Commençons par ce qui se passe dans une entreprise qui n'a pas justement d'accord d'aménagement du temps de travail. Vous le savez, les heures supplémentaires, légalement, se décomptent à la semaine. Donc, dès lors que vous avez un collaborateur qui effectue plus que 35 heures dans une semaine, eh bien, les heures effectuées au-delà de 35 heures sont automatiquement qualifiées d'heures supplémentaires. Ce qui veut dire que si vous avez une activité qui va être fluctuante dans l'année, ce système va être en réalité très préjudiciable à une entreprise. Je vous donne un exemple ici. Si sur une semaine 1, le salarié fait 35 heures, bon, pas de souci, il fait exactement ce pourquoi il est rémunéré. Si en semaine 2, il réalise 42 heures au total, ça veut dire qu'il y a 7 heures supplémentaires qui devront donner lieu soit à un paiement avec une majoration de 25%, soit à l'octroi de ce que l'on appelle un repos compensateur équivalent, un RCE, qui également fait l'objet d'une majoration. En semaine 3, il va faire moins de 35 heures, il fait 34 heures.
et en semaine 4, il fait 30 heures. Eh bien, dans cette situation-là, quand le salarié fait plus que 35 heures, eh bien, vous devez lui verser des heures supplémentaires, alors que sur d'autres semaines, il va être en deçà de la durée légale et donc vous allez le payer pour une durée du travail qui ne correspond pas à celle qu'il aura réellement exécutée. Donc on est sur un système qui est totalement inadapté en cas de fluctuation de l'activité de l'entreprise. Sachant que là, on vous a pris un cas d'école où la fluctuation est variable sur chaque semaine, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont des pics d'activité à certains moments de l'année. On a notamment un client dans la chocolaterie au sein du cabinet. On sait qu'il y a grosso modo 2 périodes de l'année avec des pics d'activité importantes quand on doit préparer la période de Noël et quand on doit préparer la période de Pâques. Où là, sur 2 mois, 2 mois et demi, on va être bien au-delà de 35 heures et même bien au-delà de 40 heures. Alors qu'à d'autres moments de l'année, on a des périodes creuses où on n'a même pas de quoi occuper l'ensemble des salariés de l'usine sur un équivalent 35 heures. Eh bien là, le système d'aménagement du temps de travail va permettre de décompter la durée du travail en fonction des spécificités de l'activité de l'entreprise. C'est ici la deuxième slide que je veux vous présenter sur concrètement à quoi sert l'aménagement du temps de travail. Un aménagement du temps de travail, en fait, c'est la définition par accord collectif d'une période de référence pour le calcul des heures supplémentaires qui va être supérieure à la semaine. Vous pouvez prévoir une période de référence trimestrielle, semestrielle, annuelle, ce qui va souvent être le cas, ou vous pouvez même prévoir une période de 12 mois consécutifs qui n'est pas forcément calée sur l'année civile. Et c'est uniquement à l'issue de cette période de référence, qui va donc être déterminée librement dans l'accord collectif, que l'on va déterminer la réalisation ou non d'heures supplémentaires. Si on est sur une période annuelle, vont être considérées comme heures supplémentaires non pas toutes les heures effectuées au cours de l'année au-delà de 35 heures, mais uniquement les heures effectuées au-delà de 1607 heures au 31 décembre de l'année, à la fin de la période de référence. Parce que dans le cadre de cette période de référence, vous allez avoir des périodes de haute activité qui vont être compensées par des périodes de faible activité, des périodes où on va embaucher les salariés moins de 35 heures. Et donc, toute l'idée, c'est de faire en sorte que les périodes de haute activité soient compensées par les périodes de basse activité et que l'on arrive pile à 1607 heures. Si on est au-delà de 1607 heures, eh bien là, il y aura des heures supplémentaires qui devront être payées ou faire l'objet d'un repos compensateur pour les salariés. Et ce système d'aménagement du temps de travail, il est adapté quand vous avez une fluctuation d'activité dans l'année, mais il est également intéressant pour des entreprises qui auraient une durée du travail qui est fixe, mais qui est structurellement supérieure à 35 heures. Beaucoup d'entreprises embauchent des salariés sur la base de ce qu'on appelle des forfaits heures, à par exemple 39 heures par semaine. Bon, très bien, sauf que la rémunération que vous versez à votre collaborateur qui a dans son contrat de travail une durée de 39 heures, elle doit être au moins équivalente à celle que percevrait un salarié qui aurait été embauché à 35 heures et qui effectuerait à un moment donné 4 heures supplémentaires majorées sur une semaine donnée. Donc, dès lors que vous avez une durée qui est structurellement supérieure à 35 heures, eh bien, ça implique en principe des heures supplémentaires à rémunérer ou à octroyer en repos pour vos collaborateurs. Et si vous décidez d'octroyer un repos à vos collaborateurs en contrepartie de ces heures supplémentaires, c'est ce qu'on appelle, ce que je vous disais tout à l'heure, le repos compensateur équivalent, eh bien, ce RCE, il ne peut pas être octroyé sur la base de 1 pour 1. Une heure supplémentaire n'équivaut pas à 1 heure de repos compensateur. Parce que le repos compensateur, il doit également être majoré. Et donc, si on est sur une majoration à 25%, ça veut dire qu'une heure supplémentaire effectuée est égale à 1 heure 15 minutes de repos compensateur. Et bien, pour éviter d'avoir à majorer ce repos que vous allez accorder aux salariés, vous pouvez mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail et vous allez dire, eh bien, certes, vous êtes embauché structurellement sur une durée du travail supérieure à 35 heures, mais comme en cours d'année, je vais vous octroyer du repos
sur une base 1 pour 1, eh bien, il n'y aura pas d'heures supplémentaires de décompter à la fin de la période de référence. C'est en fait tout le système de ce que l'on appelle les JRTT pour les entreprises qui, à l'époque des lois Aubry, avaient décidé de rester sur une durée de 39 heures, mais d'octroyer des RTT à leurs collaborateurs en compensation. Eh bien, le système de RTT, j'y reviendrai, aujourd'hui, il n'existe plus. Il n'existe plus, en tout cas, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus nouvellement le mettre en place dans les entreprises, mais si vous voulez avoir cette même logique, eh bien, il suffit de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année. Alors, quand on met en place ce dispositif pour compenser une durée du travail qui serait structurellement supérieure à 35 heures, eh bien finalement, dans l'accord collectif, on va prévoir l'attribution à nos salariés 2 jours de repos en compensation de cette durée du travail structurellement supérieure à 35 heures. On vous a mis quelques exemples. Si on est sur une durée du travail fixe de 39 heures par semaine, eh bien ça veut dire que vous allez octroyer environ 24 jours de repos à vos collaborateurs. 19 jours de repos si on est sur une durée du travail de 38 heures, 13 jours de repos si on est sur du 37 heures, ou 7 jours de repos si on est sur du 36 heures. Votre accord collectif, en fait, il va devoir déterminer la façon dont on va calculer les jours de repos que l'on octroie aux salariés en compensation de cette durée du travail structurellement supérieure à la durée légale. Vous avez 2 méthodes. Une méthode dite réaliste, qui va consister à déterminer le nombre de jours de repos octroyés à chaque salarié en fonction de la durée effective du travail qui aura été la sienne au cours de l'année. Ce qui veut donc dire que d'un salarié à un autre, vous n'allez pas forcément avoir le même nombre de jours de repos, parce qu'en fonction des absences, eh bien, des salariés vont peut-être effectuer plus d'heures de travail que d'autres. Ou alors, vous optez pour une logique forfaitaire, qui est de dire dans l'accord collectif, j'octroie forfaitairement à tous les salariés présents sur l'intégralité de l'année tant de jours de repos. C'est une méthode qui va forcément être plus coûteuse que la méthode dite réaliste, parce que pour qu'elle soit valable, il faut que elle ne doit pas être moins favorable pour les salariés que la méthode réaliste, mais elle est généralement retenue par les entreprises dans les accords collectifs parce que c'est bien évidemment beaucoup plus facile à le négocier avec vos partenaires sociaux. Alors, si on résume, quels sont les principaux avantages de l'aménagement du temps de travail? Tout d'abord, c'est d'avoir une période de référence dans le décompte des heures supplémentaires qui correspond à votre activité. Si vous avez une activité fluctuante ou si vous avez une durée du travail qui est structurellement supérieure à 35 heures, vous avez certainement intérêt à mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail. Ça permet, petit 2, de pouvoir attribuer des jours de repos durant l'année selon une logique 1 pour 1. Une heure effectuée au-delà de 35 heures peut être compensée par une heure de repos. Je m'extrais de l'obligation de majorer le repos que j'octroie à mes salariés en compensation des heures supplémentaires. Petit 3, ça permet d'individualiser les variations de la durée du travail et cet accord, il peut s'imposer aux salariés à temps complet. Depuis une loi Warsmann du 24 mars 2012, il n'y a plus de débat. Quand vous concluez un accord d'aménagement du temps de travail, il s'impose aux salariés à temps complet. Vous n'avez pas besoin d'un avenant à leur contrat de travail. Ce n'est pas le cas pour les salariés à temps partiel et il faut quand même être vigilant à bien faire un audit préalable de votre contrat de travail pour s'assurer que vous n'êtes pas allé au-delà de vos obligations et que dans le contrat de travail, vous n'auriez pas contractualisé une durée fixe du travail. Donc, il y a quand même une vérification à faire des contrats, mais le principe est que ça s'impose aux salariés à temps complet. Et enfin, petit 4, vous pouvez maîtriser le coût des heures supplémentaires en prévoyant ce qu'on appelle des garde-fous dans votre accord collectif. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent des clients qui me disent « L'aménagement du temps de travail, c'est très bien, sauf que si j'attends le 31 décembre pour m'apercevoir que des salariés ont fait beaucoup d'heures supplémentaires qui n'ont pas pu être compensées en cours d'année, je vais me retrouver à devoir payer une part importante d'heures supplémentaires sur le dernier mois de l'année, ou alors si je décide de leur octroyer du repos, je vais avoir un mois de janvier et un mois de février de l'année N+1 en gruyère parce que mes salariés ne seront jamais là. Et donc, pour éviter cela, vous pouvez prévoir dans votre accord collectif des points de contrôle. Par exemple, dire tous les 3 mois, la direction va regarder les compteurs d'heures des salariés et puis ça permettra d'ajuster les plannings. Si vous vous rendez compte qu'il y a des salariés qui, en réalité, sont en train d'exploser tous les compteurs d'heures supplémentaires, eh bien, au lieu de s'en rendre compte au 31 décembre,
on va s'en rendre compte au mois de juin et ça va permettre de nous laisser 6 mois devant nous pour pouvoir alléger son planning. Et vous pouvez prévoir également ce que l'on appelle des limites à l'accomplissement des heures. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait dire, moi, je mets dans le compteur d'heures toutes les heures qui sont effectuées au-delà de 35 heures, mais dans la limite, par exemple, de 42 heures. Et si sur une semaine donnée, un salarié va réaliser plus que 42 heures, eh bien, ces heures au-delà de la 42e heure, je vais automatiquement les traiter en heures supplémentaires. Je ne les mets pas dans le compteur d'heures, je les traite en heures supplémentaires, je lui paye à la fin du mois. Généralement, pourquoi on prévoit ça dans les accords? On prévoit ça, parce que l'aménagement du temps de travail, c'est très intéressant pour les entreprises, mais des salariés qui ont l'habitude de se voir payer leurs heures supplémentaires, ils vont tout de suite comprendre que ça peut avoir un impact financier pour eux. Donc, ça peut faire partie de la négociation de dire « je ne vais pas mettre dans le compteur d'heures l'intégralité des heures supplémentaires que vous allez effectuer, je les mets que, par exemple, de 35 à 42 heures, et puis dès que vous faites plus que 42 heures, là, je vous paye en heures supplémentaires sur le mois concerné. » Et puis, ça permet aussi de se dire je ne vais pas avoir de période creuse d'activité suffisamment longue, suffisamment importante pour pouvoir compenser des durées du travail très importantes sur d'autres périodes de l'année. Donc, je préfère payer dès maintenant des heures supplémentaires à partir d'un certain plafond. Autre point, pourquoi réviser les vieux accords? Vous allez me dire, bon, c'est très bien tout ce que vous venez d'expliquer, sauf que moi, j'ai déjà un accord d'aménagement du temps de travail. Souvent, on s'aperçoit que les entreprises ont des accords, appliquent toujours des accords d'aménagement du temps de travail qu'elles ont conclus à l'époque des lois Aubry, au moment du passage à 35 heures. Or, ces accords collectifs, ils sont toujours valables. Je vais y revenir. Vous avez un dispositif de sécurisation de ces accords, mais vous avez tout intérêt à en sortir. Pourquoi? Parce que le 20 août 2008, donc c'est déjà très ancien, le 20 août 2008, il y a eu une loi qui a renversé la table de la réglementation sur la durée du travail. Et on est venu simplifier considérablement la réglementation et les contraintes imposées aux accords sur l'aménagement du temps de travail. Et donc, si votre accord est antérieur à la loi du 20 août 2008, eh bien, vous ne bénéficiez pas de ces souplesses-là. Or, depuis la loi du 20 août 2008, vous avez tout d'abord un contenu obligatoire de vos accords collectifs qui est beaucoup plus souple, beaucoup moins contraignant. Si vous regardez le contenu obligatoire d'un accord collectif sur l'aménagement du temps de travail aujourd'hui, vous vous apercevrez que vous devez obligatoirement fixer quoi? La période de référence, c'est bien normal, les conditions et de délai de prévenance des changements de la durée du travail, les conditions de prise en compte de la rémunération des salariés en cas d'absence ou d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, et si votre accord a vocation à s'appliquer aux salariés à temps partiel, les règles sur la modification de la répartition de leur durée du travail. C'est tout. Tout le reste, c'est du facultatif. Alors que, je vais anticiper sur la slide d'après, voilà ici toutes les autres clauses obligatoires que les accords collectifs sur l'aménagement du temps de travail antérieurs à la loi du 20 août 2008 devaient comprendre à peine d'inopposabilité de l'accord. Vous avez notamment l'obligation d'indiquer dans l'accord collectif les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. Si vous n'avez pas ça dans votre accord antérieur au 20 août 2008, votre accord n'est pas valable. Vous deviez également prévoir les modalités de recours au travail temporaire. Vous deviez prévoir les conditions de recours au chômage partiel, etc., etc. Eh bien, tout ça, aujourd'hui, vous n'avez plus l'obligation de le prévoir dans votre accord collectif. Premier point pour lequel c'est intéressant de réviser un accord antérieur à 2008. Deuxième point, depuis la loi du 20 août 2008, et ça a été accentué avec la loi travail, avec les ordonnances Macron, etc., vous avez des marges de manœuvre beaucoup plus importantes. Vous le savez, vous pouvez diminuer aujourd'hui par accord collectif le taux de majoration des heures supplémentaires. Le fameux taux de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les heures suivantes, eh bien, vous pouvez fixer un taux de majoration inférieur dans la limite de 10%. Ça, avant, vous ne pouviez pas le faire. Vous pouvez augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires. Vous savez, le contingent annuel, c'est ce volume qui, s'il est dépassé, engendre un droit supplémentaire pour les salariés, ce qu'on appelle la contrepartie obligatoire en repos, qui est très contraignante pour les entreprises. Et donc,
Si vous avez un contingent annuel d'heures supplémentaires prévu, par exemple, par votre convention collective qui est assez faible, eh bien, par accord collectif d'entreprise, vous pouvez l'augmenter et donc repousser l'échéance du déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos. Bon, etc., etc. Vous avez des marges de manœuvre beaucoup plus importantes. Et enfin, dernier point qui est extrêmement important, c'est que si vous avez un accord antérieur au 20 août 2008, cet accord, il est encore applicable, certes, mais il est encore applicable sous réserve de respecter la réglementation qui était en vigueur à l'époque de sa conclusion. Je vous donne un exemple. On a eu à traiter au sein du cabinet des contentieux de masse d'entreprises dans le secteur des ambulances. Dans le secteur des ambulances, il y a ce qu'on appelle l'accord cadre de 2000, qui est un accord négocié au niveau de la convention collective, c'est la convention collective des transports routiers, qui prévoit un dispositif d'aménagement du temps de travail. Bon, l'accord cadre de 2000, comme son nom l'indique, il est bien antérieur à la loi du 20 août 2008. Et on a beaucoup d'entreprises qui ont appliqué cet accord en mettant en place un aménagement du temps de travail pour leurs ambulanciers, en se disant, voilà, moi, je vais avoir des semaines où ils sont au-dessus de 35 heures, des semaines qui sont en dessous, je fais la compensation entre les deux, et c'est uniquement si la compensation ne me permet pas d'être sur une moyenne de 35 heures que je déclenche le paiement d'heures supplémentaires. Et il y a plusieurs avocats assez malins qui sont venus détricoter l'accord cadre de 2000 et qui sont venus dire, mais en fait, cet accord cadre, à l'époque où il a été négocié, en fait, il rentrait dans le cadre d'un régime juridique très précis qui s'appelle le travail par cycle, qui n'existe plus aujourd'hui. Et le travail par cycle a été très contraignant. Et notamment, il fallait que la notion de cycle, ça soit un cycle de travail qui se répète d'une semaine sur l'autre. Et ils sont venus dire, puisque vous appliquiez un accord qui était bien antérieur à 2008, fallait-il vérifier encore que vous respectiez la réglementation de l'époque qui était extrêmement contraignante. Puisque vous ne le faisiez pas, ça veut dire que votre accord, il est inopposable. Et donc, il y a des entreprises qui se sont retrouvées à devoir payer des heures supplémentaires alors même qu'elles pensaient avoir appliqué de bonne foi un accord d'aménagement du temps de travail qui était prévu par la branche. Il y a des dossiers qu'on a gagnés, il y a des dossiers qu'on a perdus devant la cour d'appel. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Deux enseignements. Un accord ancien, c'est-à-dire antérieur à la loi du 20 août 2008, vous avez tout intérêt à le renégocier. Et deux, méfiez-vous, et ça Steven nous en parlera dans le cadre des forfaits jours, méfiez-vous des accords d'aménagement du temps de travail qui sont prévus par votre convention collective. Ne pensez pas que parce que c'est prévu par la convention collective, c'est forcément sécurisé. Non, et sur les forfaits jours, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées avec leurs forfaits jours qui ont été invalidés parce que la Cour de cassation a considéré que ce qui avait été prévu par la convention collective n'était pas valable. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, comment on négocie son accord collectif? Là, je vais passer très rapidement sur ce slide. Si vous avez des délégués syndicaux, vous le signez avec vos délégués syndicaux, pas de souci. Si en revanche, vous n'en avez pas, en fonction de l'effectif de votre entreprise, vous allez avoir des capacités de ce qu'on appelle négociation dérogatoire. Donc, dans les entreprises de moins de 11 salariés, c'est très simple. On soumet le projet d'accord directement au vote des salariés. Dans les entreprises de 11 à 49 salariés, on négocie son accord soit avec les élus au CSE, les élus titulaires au CSE, attention, soit avec des salariés mandatés, c'est-à-dire des salariés qui vont obtenir de la part d'un syndicat représentatif au niveau de votre branche un mandat de négocier. Et dans les entreprises de plus de 50 salariés, là, vous n'avez pas le choix. En tout cas, prioritairement, vous devez tenter de négocier avec des salariés mandatés. Donc, en fait, vous devez informer dans l'entreprise de l'engagement d'une négociation et vous devez attendre un délai d'1 mois. Et à l'issue de ce délai d'1 mois, soit vous avez des salariés qui vous disent moi, j'ai reçu un mandat de négocier par un syndicat représentatif au niveau de la branche et dans ce cas-là, vous avez l'obligation de négocier avec eux. Soit vous avez tous les salariés qui vous disent non, moi, j'ai pas de mandat de négocier. Et dans ce cas-là seulement, vous pouvez engager votre négociation avec des élus non mandatés. Un peu technique, mais bon, voilà, grosso modo les règles. Et bien entendu, on est à votre disposition si vous avez des questions plus précises. Avec un point de vigilance, c'est la consultation du CSE. Certes, depuis quelques années, vous n'avez plus d'obligation de consulter le CSE sur le projet d'accord, mais dès lors que le contenu de l'accord touche aux attributions consultatives du CSE, on vous conseille grandement de consulter votre CSE. Bien entendu, on parle ici que des CSE à attribution étendue, c'est-à-dire les CSE dans les entreprises de
plus de 50 salariés. Et que peut-on faire si on n'a pas d'accord collectif? Eh bien, si vous n'avez pas d'accord collectif, il est possible, dans le Code du travail, de mettre en place par décision unilatérale de l'employeur un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, mais un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail qui va être limité. Si vous êtes sur une entreprise de plus de 50 salariés, c'est sur 4 semaines au maximum. Donc, au bout de 4 semaines, on arrête les compteurs. Si vous êtes sur une entreprise de moins de 50 salariés, c'est au bout de 9 semaines au maximum. Et vous avez un formalisme qui est prévu par le Code du travail, avec une consultation préalable du CSE, avec notamment une transmission obligatoire à l'inspection du travail du programme indicatif de variation des horaires. En revanche, la Cour de cassation a statué sur la question en 2016. Cet aménagement unilatéral par l'employeur ne nécessite pas l'accord préalable des salariés. Et petit point, avant de laisser la parole à Steven, très technique, mais je tenais quand même à vous en dire un mot. Si vous regardez les dispositions du Code du travail, dans les dispositions d'ordre public sur l'aménagement du temps de travail, vous avez un article, l'article D3121-25, qui semble imposer, quel que soit l'aménagement du temps de travail pratiqué, de comptabiliser automatiquement comme heures supplémentaires les heures qui ont été effectuées au-delà de 39 heures par semaine. Alors là, vous allez vous dire, mais c'est complètement contraire à ce qu'il m'a dit précédemment, où je pouvais faire ce que je voulais dans mon accord collectif. Effectivement, c'est assez troublant. Et là-dessus, vous avez un article d'un confrère, qui je crois s'appelle mon confrère Michel Morand, qui est très intéressant, qui l'avait intitulé je crois, l'incompréhensible ou le surprenant article D3121-25, qui explique que, en fait, cet article, c'est une maladresse très probablement du législateur au moment de la recodification du Code du travail, et qu'en réalité, il ne devrait s'appliquer que à l'aménagement du temps de travail par décision unilatérale de l'employeur, donc dans la limite de 4 et 9 semaines, et aux accords d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année. Et je suis effectivement de cet avis. Donc, ce que je vous recommande, c'est que si vous décidez de mettre en place un aménagement du temps de travail par décision unilatérale, donc dans la limite de 9 ou de 4 semaines en fonction de vos effectifs, eh bien, limitez cet aménagement à un plafond de 39 heures. C'est-à-dire que si sur une semaine donnée, le salarié fait plus que 39 heures, eh bien, je vous recommande grandement de les considérer automatiquement comme étant des heures supplémentaires. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'aménagement du temps de travail. J'ai vu qu'il y avait quelques questions, je les note et puis on y répondra à la fin de la présentation et je laisse la parole à Steven pour vous parler du CET et je crois du forfait jour. Merci Florian. Je vais essayer de ne pas être trop long pour ne pas complètement ruiner votre pause déjeuner. Alors, le CET, autre modalité d'adaptation de la durée du travail aux spécificités de l'entreprise. 4 modalités d'utilisation du compte épargne-temps. Quel est déjà le premier intérêt du CET? C'est de pouvoir stocker des jours de congé qui n'auraient pas été pris durant l'année et permettre aux salariés de ne pas les perdre. Comme vous le savez, bien souvent, les jours de congés payés qui n'ont pas été pris après le 31 mai sont perdus, sauf accord de l'employeur. Là, le salarié pourra les stocker et puis les mobiliser ultérieurement, par exemple pour compléter un congé parental d'éducation, un congé maternité, un congé paternité, etc. Deuxième modalité possible, c'est de pouvoir monétiser des jours de congé. Donc, c'est-à-dire que ici, ça va être non pas prendre des congés ultérieurement après les avoir stockés, ça va être transformer finalement ces congés en argent. Ça, c'est la deuxième modalité possible. La troisième, ça va être de pouvoir constituer une épargne, cumulant des crédits comme ça sur ce compte. Et puis, la quatrième, c'est de préparer une retraite anticipée. Donc, avec les jours de congés cumulés, eh bien, le salarié pourra partir plus tôt.
La première règle qui s'applique au CET, c'est le fait que ça soit une démarche volontaire du salarié. Donc, on ne peut pas obliger le salarié à placer des jours de congé sur son CET. L'alimentation se fait de façon totalement volontaire. Il y a une exception qui est prévue par le Code du travail, c'est lorsque l'accord de mise en place du CET le prévoit, l'employeur peut affecter donc au compte des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail lorsque l'employeur a augmenté cette durée collective. Donc ça, c'est une exception qui est très spécifique. Alors, quelles sont les règles d'alimentation du compte épargne-temps? Deux modalités. Une modalité qui concerne une alimentation en repos, et puis la deuxième, c'est une alimentation en argent. S'agissant de l'alimentation en repos, la règle, c'est que seule la part des congés payés qui excède 24 jours ouvrables peut être stockée sur le CET. Donc, on peut commencer à stocker des jours de congés payés à partir de la 5e semaine. Donc, on ne peut pas stocker, en tout cas en dessous, et priver le salarié, par exemple, de sa 4e semaine enfin, en tout cas, il ne peut pas se priver lui-même d'une 4e semaine de congés payés. Les repos quotidiens, hebdomadaires et les contreparties au travail de nuit sont également exclus. On ne peut pas mobiliser ces jours, ces repos et contreparties et les mobiliser dans le compte. S'agissant de l'alimentation en argent, la règle, c'est que cette mobilisation n'est possible que si l'accord de mise en place du CET le prévoit et que ça doit respecter les minima légaux et conventionnels. Donc, c'est-à-dire que le salarié ne pourra pas mobiliser une somme qui serait inférieure donc, au minima, à son salaire minimum prévu par la convention collective. C'est-à-dire que si la convention collective prévoit que le minima est, le minimum est un salaire de 1 800 €, il ne pourra pas mobiliser, je ne sais pas moi, 200 € sur ces 1 800 sur le compte. Si en revanche il perçoit une prime de 200 € et donc que ça porte sa rémunération à 2 000 €, il pourra mobiliser cette prime de 200 € et l'affecter au CET. Il faut savoir également que les droits qui sont mobilisés, qui alimentent le compte du CET sont plafonnés. Et ce plafond correspond en fait à la garantie des AGS. Donc on ne peut pas affecter des droits au fond. Il y a également une fiscalité qui bien sûr concerne les sommes qui sont versées, donc qui sont monétisées par le salarié. Ces sommes constituent des rémunérations imposables, donc sont soumises à impôt sur le revenu et à cotisation sociale et charges patronales. Il y a une exception, c'est si ces sommes proviennent de l'épargne salariale. Dans ces cas-là, elles continuent à bénéficier du régime fiscal et social de faveur. Concernant donc la mise en place du compte épargne-temps, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle ne peut intervenir que par accord collectif. L'employeur ne peut pas mettre en place un CET de manière unilatérale par décision unilatérale. S'il n'y a pas de délégués syndicaux, en revanche, l'employeur peut, de façon dérogatoire, négocier un accord avec les élus du CSE ou des salariés mandatés. Le contenu de l'accord, il dépendra bien sûr de ce que prévoiront les partenaires sociaux. En revanche, le Code prévoit des clauses obligatoires, et ces clauses obligatoires, elles sont les suivantes. C'est que l'accord doit obligatoirement prévoir les conditions et limites d'alimentation du compte, les modalités de gestion du compte, les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre. Sachant que, ça c'est une précision de la jurisprudence, une fois que les règles ont été fixées, l'employeur ne peut plus les modifier. D'où l'intérêt de bien, en tout cas, réfléchir au moment de la conclusion et de la négociation de l'accord de mise en place du CET.
Alors, on passe au forfait jour. Alors, le forfait jour, pour ceux qui l'ont déjà mis en place, en tout cas, qui ont déjà cette modalité d'organisation, d'aménagement du temps de travail au sein de leur entreprise, ça sera un rappel et puis l'occasion peut-être de vérifier si le dispositif est conforme. Et puis, pour les autres, ce sera une présentation très synthétique de ce dispositif. Alors, ici, l'idée, contrairement à un décompte de la durée du travail classique où finalement, voilà, on va décompter les heures et on va rémunérer le salarié en fonction du temps de travail, de son temps de travail effectif. Ici, on va prévoir à l'avance que le salarié va devoir travailler un certain nombre de jours par an et qu'il percevra donc une rémunération en contrepartie de ce forfait d'heures. Par exemple, 218 jours par an. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce qu'il y a entre les 365 jours, 366 jours par an et les 218? Il y a les 5 semaines de congés payés, il y a les repos hebdomadaires, il y a les jours fériés chômés, et puis il y a des jours de repos supplémentaires. Donc, en fonction du forfait qui sera convenu, ça peut être 218 jours, c'est le maximum, ça peut être 214, 212, 208, moins de 200, mais dans ces cas-là, mécaniquement, le salarié aura plus ou moins de jours de repos supplémentaires, puisque en principe, congés payés, jours fériés, repos hebdomadaire, ça ne bouge pas, sauf régime plus favorable. Quelles sont les conséquences du forfait jour? Contrairement à un décompte horaire, dans le forfait jour, on ne distingue pas le temps de travail effectif et le temps qui n'est pas du temps de travail effectif, comme les temps de pause, les temps de trajet. Non plus, on ne fait pas, il n'y a plus de référence horaire, c'est-à-dire qu'on ne demande plus au salarié et on ne peut plus lui demander d'arriver à telle heure et de repartir à telle heure. Le salarié est libre, complètement libre dans l'organisation de son emploi du temps. La conséquence de ça, c'est que même si le temps de travail, tout temps de travail dans une journée vaut une journée travaillée. Donc, si le salarié travaille 1 heure au sein d'une journée, c'est considéré comme une journée travaillée. Alors, il y a une petite exception, c'est que si le salarié a pris une demi-journée de repos, eh bien, ça sera une demi-journée de travail travaillé. Voilà, ça c'est le principe. Le principal attrait, et donc c'est la 4e conséquence du forfait jour, c'est le principal attrait pour les employeurs, c'est que le salarié n'est plus soumis à la durée hebdomadaire du travail. Donc il n'est plus soumis aux 35 heures hebdomadaires, ce qui signifie par là même qu'il ne peut plus demander d'heures supplémentaires pour les heures qu'il travaille au-delà de 35 heures. Donc ça, principal intérêt du forfait jour. Par ailleurs, ce salarié, il n'est pas non plus soumis aux durées maximales de travail. Donc la durée maximale de travail quotidienne, c'est 10 heures par jour. La durée hebdomadaire maximum, c'est 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, comme vous le savez. Ces durées-là ne s'appliquent pas aux salariés en forfait jour. Le forfait jour, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste les durées minimales de repos, donc le repos quotidien de 11 heures, le repos hebdomadaire de 35 heures. Donc là, il est soumis à ces repos-là. Il est soumis, bien sûr, il jouit de ses congés, de ses semaines de congés payés, de ses jours fériés, etc. Mais si on raisonne purement théoriquement, comme il n'est soumis principalement qu'aux durées de repos minimum, un salarié au forfait jour pourrait travailler théoriquement 13 heures par jour, donc 24 moins 11, et pendant 6 jours, ce qui représente une durée totale hebdomadaire de 78 heures. Donc voilà, théoriquement, un salarié au forfait jour pourrait travailler 78 heures sur une semaine. Alors, pour mettre en place le forfait jour,
les conditions sont quand même assez restrictives. Comme il s'agit d'une modalité, on va dire, exorbitante du droit commun, comme je viens de vous le présenter auparavant, le législateur a voulu entourer cette modalité de certaines garanties. Donc le forfait jour, déjà la première, c'est qu'il ne peut pas s'appliquer à tous les salariés de l'entreprise. Il concerne seulement certains salariés qui sont éligibles et deux catégories sont visées par le législateur. La première, ce sont les cadres autonomes. Ce sont des cadres qui sont libres dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de l'entreprise. Et puis, une deuxième catégorie de salariés, donc qui n'est pas forcément cadre, qui sont les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Donc, seules ces deux catégories de salariés sont éligibles au forfait jour. Alors, ça, c'est les conditions principales posées par la loi, mais après, c'est à l'accord collectif qui va mettre en place le forfait jour, puisque on va le voir plus tard, il faut un accord collectif pour mettre le forfait jour. Cet accord collectif devra viser spécifiquement les salariés, les fonctions qui seront éligibles au forfait jour. Par exemple, dans la convention collective Syntec, pendant très longtemps, seuls les salariés positionnés 3.1 à partir de la position 3.1 pouvaient être soumis au forfait jour. Il y a eu récemment des avenants qui ont été conclus en décembre qui élargissent cette modalité, toujours dans Syntec, aux salariés à partir de la position 2.3 et à certaines conditions. Donc là, voilà, c'est en fonction parfois de la grille de classification ou de l'intitulé des fonctions qu'on va viser les salariés qui seront éligibles. Et en cas de contentieux, parce qu'il peut y avoir des contentieux sur le forfait jour, et il y en a, le juge ne va pas s'intéresser uniquement théoriquement à l'intitulé des fonctions du salarié. Il va regarder si, par rapport à ses tâches, par rapport à l'organisation de son travail, s'il jouissait de l'autonomie et de la liberté d'organisation dans l'emploi du temps pour pouvoir bénéficier du forfait. Donc ça, c'était la première condition. Alors, petite remarque, les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le forfait jour, puisque les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail. Donc là, on parle des cadres autonomes. Deuxième série de conditions pour la mise en place du forfait jour, nombre de 3. La première, c'est que pour être valable, le forfait jour doit être prévu par un accord collectif qui va prévoir donc le principe du forfait jour, mais également les modalités. Donc ça peut être un accord d'entreprise, d'établissement, de groupe, ou même une convention collective de branche. Donc si vous n'avez pas d'accord d'entreprise qui prévoit le forfait jour, vous pouvez vous raccrocher à votre convention collective de branche si elle prévoit le forfait jour, et donc faire référence ensuite dans le contrat de travail, parce qu'on va le voir, il faudra aussi une convention individuelle de forfait. La deuxième condition, c'est la consultation du CSE. Donc ça, c'est un peu comme ce que vous a dit Florian sur les autres modalités. Le CSE n'est pas consulté en tant que tel sur le projet d'accord collectif, puisque c'est plus une condition désormais, mais il va être consulté dans le cadre de ses attributions générales, puisque la mise en place du forfait jour constitue un projet important qui touche aux conditions de travail. Donc là, il y aura consultation du CSE dans ce cadre-là. Et puis, la troisième condition qui est pour assurer la validité du forfait, c'est que l'employeur doit recueillir l'accord individuel du salarié pour être soumis à cette modalité. Ça se matérialise par une convention individuelle de forfait qui prendra la forme d'une clause dans le contrat de travail, donc au moment où le salarié signera son contrat, ou bien si le forfait est mis en place en cours de la relation contractuelle, ça sera un avenant au contrat de travail.
Alors maintenant qu'on a vu les conditions générales de validité et de mise en place du forfait jour, il faut s'intéresser maintenant donc aux conditions particulières qui concernent l'accord collectif qui prévoit le forfait jour. Puisque cet accord collectif, eh bien, le législateur prévoit qu'il doit comporter un certain nombre de clauses qui sont donc obligatoires et s'il ne prévoit pas toutes ces clauses, eh bien, la validité et l'effectivité de la convention de forfait pourraient être mises en cause. Donc, la première série de dispositions que doit prévoir l'accord collectif, c'est les catégories susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait. Donc ça, j'en ai déjà parlé, je ne m'étends pas plus dessus. La deuxième série de conditions, c'est d'une part la période de référence du forfait. Donc un forfait jour, ça peut s'étendre sur l'année civile, mais il peut aussi s'étendre sur une autre période de 12 mois consécutifs, par exemple du 1er juin au 31 mai. Cet accord doit prévoir également le nombre de jours compris dans le forfait. Donc ça peut être 218, bon, c'est le maximum, mais ça peut être moins. Et puis, il doit enfin prévoir les conditions de prise en compte pour la rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période. Par exemple, si le salarié est embauché le 13 avril, eh bien, bien sûr, il ne va pas travailler 218 jours jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, il va falloir proratiser et eh bien, l'accord doit prévoir justement comment proratiser et les conséquences sur la rémunération. La troisième condition, c'est que l'accord doit fixer le contenu de la convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait, donc dans le contrat de travail, doit prévoir au moins le nombre de jours compris dans le forfait, mais elle devra prévoir d'autres mentions obligatoires qui seront prévues justement par cet accord. Et puis, quatrième série de mesures que doit prévoir l'accord, elle touche à la suivi de la charge de travail des collaborateurs et à l'exercice du droit à la déconnexion. Ces modalités sont très importantes et ont été rajoutées justement par le législateur en 2016 pour s'assurer que l'employeur veille à ce que la charge de travail des salariés au forfait reste raisonnable. Et là, on touche aussi à l'effectivité de la convention de forfait et à une source de contentieux relativement importante devant le Conseil de prud'homme. Donc ça, c'est pour les conditions, pour le contenu de l'accord socle de la convention de forfait. Sachez que, toujours, le législateur qui ne voulait pas mettre en péril toutes les conventions de forfait qui auraient été conclues sur des accords collectifs ne respectant pas justement toutes les clauses obligatoires dont je viens de vous parler, a prévu une sorte de béquille. Donc, par exemple, si l'accord ne prévoit pas les modalités de suivi de la charge de travail des salariés, eh bien, il est prévu que l'employeur peut remédier à cette carence en, d'une part, établissant un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre donc, et la date des journées ou demi-journées travaillées. Donc ça, c'est très important. Normalement, tous les employeurs doivent avoir un suivi justement du forfait de ces salariés. La deuxième façon de remédier à cette carence, c'est de s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidien hebdomadaire et d'organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer donc les différentes rubriques classiques, la charge de travail, l'organisation, l'articulation vie pro, vie perso et la rémunération. La même béquille existe concernant la clause sur l'exercice du droit à la déconnexion. Là encore, l'employeur peut fixer ses modalités unilatéralement en ce qui concerne le droit à la déconnexion. J'en termine très rapidement parce que je pense que j'ai dépassé le temps prévu.
Concernant l'exécution du forfait, sachez qu'il est possible de dépasser le nombre de jours compris dans le forfait. Mécaniquement, ça nécessite que le salarié renonce à certains jours de repos. Ça, c'est possible. Ça implique un accord écrit entre le salarié et l'employeur. Cet accord doit prévoir une majoration qui est au moins égale à 10% pour donc, les jours de repos auxquels le salarié renonce et donc qui seront monétisés. Et puis, le législateur prévoit que cette possibilité de dépasser le forfait ne peut pas conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an. Donc voilà pour les quelques précisions sur le forfait jour. On a terminé avec le webinaire. On va essayer de répondre à quelques-unes de vos questions, même si le temps est déjà bien avancé. Alors on va synthétiser. Alors Clément nous demandait s'il est possible de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail par accord qui irait au-delà de 1607 heures. Oui, c'est tout à fait possible. Par contre, ça voudra dire que forcément, vous aurez des heures supplémentaires à un moment donné à payer ou à attribuer du repos compensateur, parce que la limite, en revanche, légale pour la comptabilisation des heures supplémentaires, ça, vous ne pouvez pas la modifier. Vous ne pouvez pas dire ne seront que des heures supplémentaires les heures au-delà de 39 heures à la fin de la période de référence. Donc oui, c'est possible. Mais forcément, vous ne pourrez pas arriver à des compteurs à zéro à la fin de l'année. Ensuite, Muriel nous demandait, quand vous dites individualiser les variations de la durée du travail, cela veut dire que potentiellement chaque salarié pourrait avoir un planning différent. Oui. Alors en fait, SIA, pour être tout à fait transparent, le fondement que l'on a à ça, c'est une lettre de la Direction générale du travail qui date de 2010, si ma mémoire est bonne, où la DGT, questionnée sur ce point, a considéré qu'on pouvait tout à fait individualiser les plannings et donc d'avoir au sein d'un même service des salariés qui auraient des variations de durée du travail différentes. Il n'y a pas, à ma connaissance, de jurisprudence sur la question, dans un sens contraire ou conforme, mais on a cette position de la Direction générale du travail qui considère que ça serait effectivement possible. Marie nous demandait s'il est possible de conclure une périodicité de calcul qui serait inférieure à l'année. C'est tout à fait possible. La période de référence pour l'aménagement du temps de travail, c'est celle que vous déterminez par accord. Ça peut être une période de référence annuelle, semestrielle, mensuelle. Il y a aucune limite. En fait, le dispositif d'aménagement du temps de travail, c'est ce qu'on appelle un aménagement de travail sur une période pluri-hebdomadaire. Dès lors que vous sortez du carcan d'une semaine, après, vous faites ce que vous voulez. Marie nous demandait également comment prévoir un lissage annuel pour les salariés à temps partiel. En fait, il y a des règles de calcul qu'il faut prévoir dans l'accord collectif, tout simplement. Yves nous demandait est-ce que l'on peut, pour un établissement saisonnier, mettre en place un accord en début de saison et l'appliquer immédiatement, même si tous les salariés ne sont pas encore au complet? À mon sens, oui, parce que finalement, votre situation, c'est le cas de toutes les entreprises. Même si vous, comme c'est une activité saisonnière, c'est exacerbé. Mais une entreprise qui décide aujourd'hui de mettre en place un accord d'aménagement du temps de travail, qui le signe, qui l'applique à compter du 13 avril 2023, si on est sur une période jusqu'au 31 décembre, je vais peut-être avoir des nouveaux embauchés en cours d'année et je vais les intégrer dans mon dispositif d'aménagement. Et de toute façon, dans mon accord collectif, ça fait partie des rares clauses obligatoires, je dois prévoir comment je fais pour traiter le cas d'entrée de salariés dans l'annualisation en cours de période de référence. Donc, c'est tout à fait possible. Par contre, juste un point, si vous êtes sur une petite activité, ça vous n'avez pas beaucoup de salariés et qu'en plus vous êtes saisonnier, faut-il encore que vous ayez quelqu'un à l'instant T pour négocier l'accord collectif avec vous. Sinon, on retombe sur une décision unilatérale avec la limite de 9 ou 4 semaines. Marie qui nous parle du contingent d'heures supplémentaires. Donc, le contingent légal, c'est 220 heures. C'est le contingent qui est fixé par décret, qui est applicable à défaut d'accord. Et ensuite, soit vous avez une convention collective qui prévoit un contingent annuel différent, soit vous avez un accord collectif d'entreprise. Et là, vous êtes libre de déterminer le contingent annuel d'heures supplémentaires que vous souhaitez. Et Marie nous posait également 2 autres questions. Elle nous demandait si est-ce que cela veut dire qu'on ne peut pas prévoir un temps de travail dans le contrat de travail de 37 heures avec RTT si on n'a pas d'accord? Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça
et c'est une erreur. Si vous n'avez pas d'accord collectif, si vous n'avez pas de convention collective qui vous le permet, vous ne pouvez pas juste dans le contrat de travail dire je te mets à 37 heures et je t'octroie des RTT. C'est pas possible. Donc là, vous êtes en zone de risque si vous faites ça. Et pour la DUE, est-ce que ça s'impose aux salariés protégés? Là, pour les salariés protégés, c'est un mécanisme particulier puisque même un simple changement des conditions de travail suppose leur accord. Donc, c'est une réglementation particulière pour les salariés protégés. Muriel qui nous demande, est-il possible d'appliquer une annualisation du temps de travail au CDD? Oui, c'est possible, si l'accord collectif le prévoit. Attention pour les entreprises qui décident d'appliquer des dispositifs d'aménagement du temps de travail qui sont prévus par la branche, parce que souvent, je pense notamment au commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que je connais bien, souvent, vous avez une ancienneté minimale pour les CDD. Et donc, un CDD, par exemple, de moins de 3 mois, vous ne pouvez pas l'intégrer à votre dispositif d'aménagement du temps de travail. Donc, il faut bien voir ce que prévoit l'accord collectif. Anaïs qui nous demande si on peut cumuler aménagement du temps de travail avec mise en place d'un CET. Bon, là, j'empiète un peu sur ta partie, Steven, mais oui, il n'y a pas d'incompatibilité. Et j'avais vu une autre question sur ma partie où une personne nous demandait, je crois que c'est Caroline, si on n'a pas de délégué syndical, si on n'a pas de CSE, est-ce que comment fait-on? Et est-ce que l'on peut mettre en place un aménagement du temps de travail en appliquant la convention collective? Alors, bien entendu, là, dans cette présentation, on vous a parlé de comment vous pouviez faire pour adapter des règles spécifiques à votre entreprise. Mais si vous avez une convention collective qui prévoit un dispositif d'aménagement du travail qui vous convient, et sous réserve que vous ayez fait vérifier que les dispositions de la convention collective étaient bien sécurisées, vous pouvez appliquer directement les dispositions de la CCL. Alors faites quand même très attention parce que certaines conventions collectives prévoient des dispositifs d'aménagement du temps de travail, sauf qu'elles renvoient à un accord collectif d'entreprise le soin de préciser telle ou telle partie. Et donc ça veut dire qu'en réalité, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas appliquer de façon sécurisée ce qui est prévu par votre convention collective. Donc vérifiez quand même, faites bien vérifier la sécurité de vos dispositions de branche, mais si c'est sécure, et si c'est compatible avec votre activité, aucun souci pour appliquer directement les dispositions de la convention collective. Et enfin, peut-être un dernier point, Marie qui nous demande si on prévoit les salariés éligibles en visant la classification, alors là c'est pour les forfaits jours, l'employeur est-il obligé de proposer le forfait jour à tous les collaborateurs? Moi, je dirais par principe d'égalité de traitement, tous les collaborateurs qui ont cette catégorie-là devraient en principe au moins avoir la possibilité d'avoir cette modalité du forfait. Après, ils sont libres de refuser. Mais pour moi, oui, faut leur proposer. Et Aline, je crois, qui nous demandait quel formalisme doit-on respecter pour informer les salariés de leurs droits affectés au CET? Là, je vous renvoie en fait à votre accord collectif de mise en place du CET qui va régir ces questions. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous aviez des interrogations autres, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre adresse mail qui a été donnée dans le chat. Là, vous l'avez également dans le support de présentation. Et puis, on vous a mis également un document que vous pouvez télécharger directement, en principe, de présentation des packs que l'on propose pour accompagner les entreprises, soit dans l'audit de leur système de durée du travail, soit dans la négociation ou la révision de leurs accords collectifs. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que l'on vous propose. On est tout bon, Steven? On est tout bon. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis, on se revoit le 11 mai pour parler des leviers de fidélisation des salariés. À bientôt, bon après-midi. À très bientôt, au revoir.